le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Embarquez pour un voyage intérieur du 2 au 4 août au hameau de l'Étoile, proche de Montpellier. Après le succès du premier congrès C'est quoi le bonheur pour vous, nous vous proposons de prolonger l'expérience avec ce week-end immersif inédit. Dans un cadre magique, venez vivre 2 jours hors du temps pour prendre soin de vous. Une expérience immersive unique, guidée par David Tan, Alexandre Antonienko et moi-même. Durant ce week-end, vous serez plongé dans un programme soigneusement conçu pour vous aider à explorer les différentes facettes de vous-même. Le corps, le cœur et l'esprit. Que vous soyez en quête de sens, de transformation ou simplement curieux de découvrir ce que la vie a à vous offrir, que vous soyez seul, en famille ou entre amis, rejoignez-nous pour ce week-end inédit qui promet d'être une expérience inoubliable. Rendez-vous sur le site c'estquoilebonheur.fr pour rejoindre l'aventure. À très vite les amis. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florentine Donoa Wang. Florentine est experte en thérapie de couple et fondatrice de l'intelligence amoureuse. Elle a créé le podcast L'espace du couple et propose de nombreuses conférences et accompagnements. Aujourd'hui, nous allons parler des clés de l'intelligence amoureuse. Je vous souhaite une belle écoute. On va parler aujourd'hui... Salut Florentine. Bonjour Julien. On va parler aujourd'hui d'amour, de couple, de relations amoureuses. Tu vas bien? Je vais bien, ouais. Oui, formidable. Ressourcée, ouais. Et ouais, tu me disais que tu revenais du Sri Lanka, donc tu dois être bien ressourcée. Effectivement. Ouais. Je vais raconter peut-être notre histoire, comment on se connaît, parce que c'est quand même pas commun. On s'est retrouvés à faire un TED tous les deux à Narbonne. Moi, on m'avait jamais sollicité auparavant pour faire un TED. C'était la première fois. Je crois que toi aussi. Ouais. Et enfin, d'ailleurs, c'est intéressant qu'on en a déjà parlé, mais ça fait un petit moment maintenant que ça s'est écoulé. Pour moi, ça a été une expérience vraiment incroyable. Incroyable, c'était l'expérience probablement la plus terrifiante de ma vie, mais aussi qui m'a fait concentrer vraiment le message que je voulais porter dans le monde. Vraiment, c'était hyper intéressant. Hyper intéressant ce travail. Et je me souviens de nous deux dans les coulisses, dans la pénombre. Tu es passé juste avant moi. On s'est passé le relais et à se dire, allez, vas-y. C'était intense, hein. Ouais, c'était vraiment intense. C'était très fort en émotion. C'était très puissant. Et j'ai vu après, d'ailleurs, ton TED, il est super bien suivi, je crois. Hein. Il est très, très regardé. Ouais, je crois qu'on a dépassé les 400 000 visionnages, un truc comme ça. Enfin, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, mais ouais, c'est clair. Tu peux nous rappeler le nom pour les gens, tu vois, qui sont curieux? L'intelligence amoureuse. En plus, j'ai la chance d'avoir un prénom pas banal, donc on tape TEDx Florentine et hop, ça tombe direct dessus. Trop bien. Je vais te laisser te présenter, Florentine, pour les gens parmi les 400 000 qui t'ont pas vu. Avec plaisir. Bon, mais moi, je suis Florentine Donoa Wang. Je suis en couple, et c'est là tout le sel de mon message depuis plus de 25 ans, parce qu'on va faire nos 25 ans de mariage cet été. Et je suis thérapeute depuis toujours. Hein. J'ai une formation de gestalt thérapeute. J'ai fait des études de psycho. Enfin bref, dans le bain depuis toute petite. Et toute thérapeute que j'étais et toute amoureuse que j'étais de cet homme qui vit avec moi aujourd'hui, je me suis aperçue quand même au bout de quelques années qu'on était très doués pour se faire un bon cauchemar à deux. Et que ça suffisait pas de connaître tout ce qu'on connaît en psychologie, etc. Et que la thérapie individuelle, que la thérapie de couple, que ce paradigme individuel, ce paradigme relationnel n'ont rien à voir. Et que j'ai sacrément dû me mettre en route pour apprendre à aimer, pour apprendre à relationner.
tu vois. Et ça a été ma plus grande école. Au début, un peu de mon côté, je l'ai pas mal tracté, tiré, poussé. Et puis, il a eu la grâce de me suivre dans des stages, dans des formations, donc on s'est mis en route à deux et ça a fait vraiment ça a fondé vraiment toute cette intelligence amoureuse dont on parle aujourd'hui. On a 3 enfants étudiants, donc dont le dernier vient de quitter la maison. Donc on est dans une nouvelle phase de notre vie. Et voilà, et moi je travaille avec les couples, ce chemin de spécialisation en fait que j'ai commencé pour moi, c'est devenu une passion et c'est devenu une somme de compétences, quelque chose qui m'a... C'est devenu une spécialisation en fait, une expertise. Bah ouais. En fait, ce qui serait intéressant de comprendre, je trouve, c'est vraiment, comme tu dis, le point d'origine. En fait, c'était quoi? Tu constatais que... tu disais que c'était comme un peu des zones d'ombre. Je constatais qu'on était 2 personnes intelligentes, qu'on était très amoureux. On a eu 3 enfants assez rapprochés, ça challenge beaucoup, mais qu'avec tout cet amour et avec toute cette intelligence et même cette sagesse psy, tu vois, on avait beaucoup de conflits. Et ça devenait très désespérant. Je me souviens de moments, j'ai des images dans ma tête où j'étais à la maison, il était en déplacement pro par exemple, et dans ces moments-là, on se faisait des petits messages, on s'appelait, c'était génial, on sentait à nouveau combien on s'aimait, mais dès qu'on était ensemble à devoir prendre une décision ou faire avec les enfants, la maison, etc., c'était très très tendu, avec ce désespoir de se dire mais en fait il n'y a pas de... Comment on va faire avec ça quoi? De réaliser l'amour ne suffit pas et il va falloir qu'on se mette à apprendre à faire à 2. Qu'est-ce qui se passe qui nous arrive? Ça a vraiment été le point de départ. Est-ce que ça ne serait pas plutôt apprendre à se connaître? Ça fait partie du chemin, mais ce n'est pas le tout de se connaître. Tu sais, il y a plein de gens qui ont 30, 40 ans de thérapie individuelle et qui sont encore seuls et qui sont dans cette douleur d'ailleurs de pas relationner, qui disent je trouve pas de chaussures à mon pied, mais c'est pas le tout de se connaître et se connaître peut même parfois nous amener dans une ombre de je me connais tellement que je me dirige selon mes besoins et ça devient plus très relationnel. Tu sais, ça fait un petit cahier des charges perso qui est pas forcément relationnel. Alors, ce que je disais par se connaître, c'est se connaître tous les deux. D'apprendre à se connaître, faire connaissance. Oui. Oui, ça passe par faire connaissance, ça passe par développer l'empathie pour l'enfant qui a été l'autre, parce qu'on arrive dans la relation avec toute notre enfance. Et ça passe aussi par des compétences, vraiment des compétences techniques. Je pense par exemple à la régulation neuro-émotionnelle, tu vois, ou d'être capable de faire une validation, de comprendre les langages de l'amour, beaucoup de... ça ennuie les gens parfois quand je dis l'amour c'est du travail, l'amour c'est un choix et l'amour ça se compétence. Parce que on a envie de rester dans non, l'amour c'est juste la vibration du cœur, et etc. etc. Non. Ouais, moi, je suis en partie d'accord avec ça, dans la mesure où on le voit, tu sais, il y a des phases en fait dans le couple. Et donc, peu importe en fait avec qui tu vas être à un moment donné dans ta vie, si on a tous eu plusieurs relations, on a tous vécu en fait des étapes, et les étapes sont vraiment valables, j'ai envie de dire, pour tout le monde. Et il y a bien un moment donné où tu arrives à une étape justement où j'ai l'impression que du coup tu commences vraiment à connaître, si tu en as envie, bien évidemment, comme tu le disais, il faut que les deux avancent dans cette direction, que tu commences vraiment à connaître la personne avec qui tu es. Connaître la personne avec qui tu es et avoir cette conscience, et je pense que ça bouleverse pas mal de clichés sur l'amour, tu sais, sur le prince sur son cheval blanc ou sur une âme sœur ou un truc où ça demande de quitter la notion que si on s'aime, si on est un bon couple, alors c'est évident et fluide. Ça demande à être d'accord d'avoir des conflits et à apprendre à grandir dans le conflit.
ça demande, tu vois, de se débarrasser de pas mal de clichés, parce que tout ce que nous enseigne la littérature, les films, etc., la poésie, c'est cette première phase de waouh, et on reste là. Et après, on est très triste quand on commence à se rendre compte qu'il y a pas mal de conflits, et c'est un vrai cadeau de commencer à comprendre que le conflit, c'est la croissance qui fait toc, toc, toc. Ouais. Venez là, les deux, j'ai un cadeau pour vous. Mais Ouais. c'est un cas typique. Oui, exactement. Ouais. Oui, puis je crois qu'en fait, personne n'a envie de passer par cette phase-là. Et je trouve que même piquer, toi, c'est un peu léger peut-être comme terme, quoi. Parce que ça peut même remettre en question, en fait, tu vois, les fondations de ton couple, ça peut remettre en question ton Oui. envie ou pas de poursuivre cette relation. Oui. Ouais, on est d'accord. Ouais. Oui, oui. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre, qu'on peut comprendre vraiment très profondément, c'est que le choix amoureux, il est pas sorti de nulle part. Tu vois, parmi les centaines de milliers de personnes qu'on rencontre, il y en a certaines qui font waouh! Et c'est comme un recrutement non conscient. Mmh. Et dans ce recrutement, il y a 3 ingrédients. Il y a waouh! C'est-à-dire, j'ai vu la merveille. Tu vois, je pense qu'on est tous des merveilles. On est tous nés incroyables, avec des potentiels fous, et que quand on est dans des conditions de sécurité et de lien, on a plein de choses à donner au monde. On a des trésors, on est des merveilles. Donc, l'ingrédient numéro 1, c'est ce waouh, je vois la merveille que tu es. Irrésistible. 2, tu es resté super vivant, là où moi, la vie m'a beaucoup demandé de congeler. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je pense que moi, j'adore fréquenter les bébés. Je pense que c'est un énorme privilège de voir cette petite huile essentielle de vie-là. Je pense qu'à la naissance, on a tout en potentiel ouvert, incroyable, et que notre éducation, notre environnement, notre école va nous demander de s'asseoir sur des parties de nous. Ouais, je vois. Pour être acceptée, pour me sentir aimée. Je comprends que dans cette famille, il faut plutôt être, triste et déprimée que, exulter toute ma joie et sauter dans tous les sens. On va, au fur et à mesure qu'on grandit, soit par des traumas, soit par des messages, insidieux ou clairement exprimés, qu'une fille c'est sage ou qu'un garçon ça pleure pas, tu vois? Et ben, on va choisir de mettre des parties de nous dans un congélateur, pour garder l'amour de l'autre. En tant qu'enfant, on n'a pas d'autre choix à faire que de préférer garder le lien avec l'autre que le lien avec des parties de moi qui paraissent poser problème à l'autre. Mmh. Tu vois, donc on se balade tous dans la vie avec un congélateur qui grossit au fur et à mesure de notre éducation, de notre enfance. Quand je rencontre l'autre, je vois la merveille, j'ai pas compris le congélateur. Mais dans la rencontre, ce qui est vachement intéressant, c'est que l'autre, il est très décongelé, là où moi, on m'a beaucoup demandé de congeler. Okay. Et donc l'autre, quand je le vois, c'est waouh! Le moi décongelé potentiel. Tu vois, c'est mon plan de croissance sur pattes. On dit que les opposés s'attirent, tu vois. Et c'est irrésistible de voir ce qu'on aurait pu être si on n'avait pas été rétréci par nos enfances. Ça rend l'autre irrésistible et aussi hyper agaçant. Parce que moi, quand je grandissais, on ne m'a pas laissé être comme ça. Donc, je porte ça, j'ai cette empreinte à l'intérieur, je me dis, on n'a pas le droit d'être comme ça. Donc, en même temps, c'est irrésistible, mais en même temps, quand tu l'es trop, je vais te demander d'être moins. Et là, les ennuis commencent, tu vois, entre les deux. Et est-ce que tu as l'impression, tu as l'impression que c'est le cas pour beaucoup de personnes, c'est ça? Écoute, moi, quand je travaille avec les couples, on regarde les grands carrefours de là où ça se heurte. Tu sais, en couple, on a tous nos thèmes. On a tous 3-4 thèmes qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Et quand ça arrive, on le voit venir, on le sent venir, on s'y engouffre joyeusement, toujours de la même façon. On sait qu'on va dans le mur, on y va pleine balle. Ok. On se retrouve dans le même conflit, avec la même douleur d'être dans ce même conflit. Puis après, on se rabiboche, on met notre mouchoir par-dessus, on essaye de faire des pas et tout, jusqu'à la prochaine fois.
Et dans chaque couple, il y a quelques grands thèmes comme ça. Je ne sais pas si tu repères ça, toi, chez vous, mais chez nous, c'est incroyable. Jusqu'à ce qu'on puisse aller débunker qu'est-ce qui se passe en profondeur. Tu vois? Alors, ouais. Alors, moi, ça me fait écho, ce que tu dis, à quelque chose, je pense, qui est connecté avec ton image, tu sais, du frigo, dont tu parles très bien d'ailleurs dans ta conférence TED. Ouais. Ça vient se connecter à ce que j'ai découvert, là, il n'y a pas si longtemps que ça. J'aime bien la dénomination à des bombes émotionnelles. Ouais. Je trouve que c'est très connecté parce qu'effectivement, en fait, les bombes émotionnelles, tant qu'elles ne sont pas réglées, bah, ça revient en cycle. Et peu importe, en fait, la situation, c'est qu'à un moment donné, tu as un déclencheur, boum, ça explose. Et donc, effectivement, je pense qu'en tout cas, je vois un point de connexion. Tu vois aussi? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Les bombes émotionnelles, c'est mon terrain miné. C'est-à-dire que j'arrive au monde avec un terrain vierge, mais mes blessures dans le lien avec mes parents, mes frères et sœurs, la vie, mon petit monde, vont poser des petites mines et je vais recruter le partenaire parfait pour marcher sur ces mines. Parce que je veux déminer le terrain, parce que à l'intérieur de moi, je veux redevenir ce que j'étais promise à être. Tu vois, la vie nous veut vivants. Donc, on va aller recruter le partenaire parfait pour aller faire sauter nos mines, sauf qu'on va lui en vouloir à mort de faire ça. Mais grave. Et c'est passionnant. Ouais, c'est passionnant. Et d'un autre côté, moi, je vais me mettre dans une case, je pense, ne pas être la moyenne des co-citoyens. Parce que, on va dire, j'évolue, tu sais, dans le développement personnel, la connaissance de soi, depuis que je suis gamin. Je suis né là-dedans. Et puis voilà, c'est aussi mon métier, tu vois, enfin, je m'intéresse énormément de choses. Bon, bref, donc je ne pense pas rentrer dans la case de la moyenne. Par contre, je réfléchis toujours, tu sais, global. Et donc, ce que je vois, c'est que 80% de la population, justement, n'est pas forcément en marche, quoi, on va dire, déjà pour apprendre à comprendre son propre fonctionnement. Et donc, je me dis, moi, je le vois déjà dans ma vie, en fait, dans ma vie de couple, quand tu as une bombe émotionnelle, je suis censé, tu sais, avoir des outils justement pour essayer d'accompagner ça du mieux que je peux. Mais en fait, non, c'est hyper challengeant. Et donc, pour la masse qui sont pas là-dedans, qui s'intéressent pas à la psychologie, qui s'intéressent peut-être même probablement pas à l'autre ni au couple, je dis, mais waouh, le challenge, quoi. Comment ils font? Incroyable. Incroyable. Mais c'est pour ça que depuis que le monde est monde, tu sais, il y a toutes ces pièces de théâtre sur le mariage, comme quoi c'est l'horreur, ces disputes, c'est même toutes ces séries, moi, qui me rendent hyper triste sur cette lutte de pouvoir, tu sais, des chouchous et loulous, des scènes de ménage, des trucs comme ça, qui illustrent vraiment bien cette idée-là que le couple est un terrain de guerre parfois, hein, et que ce serait comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, il y a quand même une nouvelle conscience qu'on peut faire la paire. D'ailleurs, parfois, c'est au nom de nos enfants qu'on se déclenche à dire faut qu'on leur montre un autre modèle. Mais tu sais, dans ce que tu dis, la connaissance des bombes émotionnelles, c'est exactement cette douleur que j'avais il y a une vingtaine d'années de me dire waouh, je suis psy, je suis gestalt thérapeute, j'ai hyper bossé sur moi et lui me fait partir en vrille comme pas deux. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et tu sais, moi, je t'invite à regarder quand cette bombe émotionnelle pète quand même, quel est le cadeau? Si ça s'anesthésiait, si j'étais pas obligée, si j'étais pas réveillée, si mon attention n'était pas attirée par cet état qui m'explose, je serais pas invitée à regarder ce qui se passe en dessous. Et en fait, c'est vraiment un bouton rouge qui dit, tu sais, comme le détecteur de métal. Le détecteur de métal, quand il passe sur un morceau d'or, il fait un bruit épouvantable. Mais si je creuse, je trouve la pépite. C'est clair. Donc, les bombes émotionnelles, moi, j'aime beaucoup apprendre à ne pas exploser, c'est-à-dire avoir un choix entre mon émotion et ma réaction. Et après, avoir des outils pour aller regarder qu'est-ce qui s'est passé là en dessous. Quel est le pas de croissance qui est demandé pour l'un et pour l'autre? Parce que je vois le couple comme ce laboratoire de croissance avec cette mission du couple qui est de guérir et de grandir ensemble. Qui est de se poser, de se dire, OK, qu'est-ce qui nous est arrivé? Waouh, il y a ça là en dessous. OK.
Ouais, mais là, ça justement, ça m'a fait réagir parce que, tu sais, je te disais en amont, avant qu'on commence le live, qu'on avait commencé à lire le bouquin, tu sais, avec ma compagne. Et ça m'a fait réagir dans la mesure où je me dis, bah, je reviens à ce que je te dis, c'est que déjà, en fait, pour des personnes, et c'est valable aussi pour ma compagne, tu vois, on est vraiment dans cette intention, en fait, de bien faire, tu vois. Déjà, en fait, pour nous, on voit, en fait, la step, comme quoi c'est compliqué, et pour elle et pour moi. Et d'un autre côté, je me dis, je reviens à toutes ces personnes qui sont pas du tout là-dedans. Comment veux-tu, en fait, qu'ils puissent gérer ça, sachant que déjà, en fait, tu vois, elles ont une vraie méconnaissance, on va dire, de ce que peut être le couple, ou une vision erronée. Tu sais, c'est pareil, c'est une vraie question, mais c'est quoi le couple, en fait? C'est quoi l'amour? Enfin, je me dis, mais comment? Ça me paraît très, très compliqué, en fait. Ouais, c'est pour ça que moi j'évangélise au maximum. Évidemment, il y a les clés de l'intelligence amoureuse, là dont tu parlais, mais Ouais. il y a, tu sais, j'ai un podcast qui s'appelle L'espace du couple, Ouais. qui est écouté par des millions de personnes maintenant. Ok, trop bien. Et toutes les semaines, j'ai des gens qui m'écrivent en disant ma vie est en train de changer depuis que je vous écoute, parce que c'est pour ça que je parle d'intelligence amoureuse et que je dis l'amour, ça se compétence. Il y a des choses juste à savoir. Après, on peut faire tout un travail de profondeur, mais déjà juste de poser un autre regard sur ce qui nous arrive, comme dans l'éducation, hein, Ah oui, c'est clair. de comprendre qu'est-ce que les enfants réveillent chez nous, bah, comprendre qu'est-ce que mon partenaire réveille chez moi, et c'est déjà un grand cadeau. Donc il y a deux niveaux, hein. Mais je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça que et le TED était un des premiers grands cadeaux de la vie, cette proposition du TED. Après, j'ai eu la proposition du podcast, mais moi, j'avais de nature envie d'empiler des caisses dans les parcs et de dire oyez, oyez, mais venez écouter ça. Déjà, juste le savoir. Et après, on peut s'engager dans un travail vraiment plus profond. Donc oui, un travail d'information, d'éducation. Oui, c'est ça. Et j'aime bien ce que tu dis de s'engager. Parce que ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est compliqué dans nos sociétés. Alors, bon, on est en France, donc on va dire en France. C'est l'engagement, justement, quoi. C'est l'engagement. Ouais, c'est ce que tu constates toi aussi, ouais. C'est l'engagement. Et puis tu sais, savoir que c'est pas la même chose d'aimer et d'être amoureux. Et ouais, bah oui. Tu vois, il y a une citation d'Eric Emmanuel Schmitt que j'adore qui dit on commence à aimer quand on cesse d'être amoureux. Tu vois, une fois que l'état amoureux s'affaisse, nous quitte, et qu'on se retrouve en face de l'autre avec tout qui il est et tout ce qui déclenche chez nous, là commence un choix incroyable qui est le choix d'aimer. C'est ça. Oui. Et ce choix d'aimer, c'est pas du tout cette période romantique qu'on voit partout. Ah bah non, ça n'a rien à voir. Ouais. Donc c'est le choix de se mettre au travail et le choix de prendre soin, le choix de... ouais. Tu crois que... Moi, j'aime bien les mots. Je trouve que chaque mot, tu vois, a une part d'importance. Tu as employé le mot travail. Tu crois que c'est vraiment le bon terme? C'est un raccourci et je comprends pourquoi certaines personnes ne l'aiment pas. Ouais. Mais c'est aussi pour montrer que c'est un chemin, parfois, de douleur, non pas parce que l'autre est douloureux, mais parce que l'autre vient réveiller des terrains douloureux chez moi. Tu vois? Et dans cette idée de travail, il y a l'idée de tenir dans la douleur. En étant plus dupe, tu vois, c'est pas toi la lame qui me blesse, mais je t'ai mis tellement près de mon cœur dans la vie que dès que tu bouges, tu vas passer sur mes bleus. Et c'est déjà un pas immense de faire la différence entre « aïe, tu me fais mal » et « aïe, tu es en train de passer sur un de mes bleus ». Oui, c'est clair. Tu vois? Et les gens n'aiment pas hein, quand je dis l'amour, ça se compétence, l'amour, c'est du travail. L'amour est un choix parce qu'on a envie de rester sur... il est quand même délicieux, l'état amoureux. Ah oui. Et on a tous envie de baigner dans cet état amoureux. Et quand il réadvient par phase, mais quel délice! C'est clair. Bah, moi, le mot qui me vient à l'esprit, peut-être, c'est un investissement plutôt qu'un travail. Oui, c'est aussi un investissement, oui. Ouais, Ah, tu vois, oui.
sûr. Ouais, En c'est un vrai, temps, en énergie, en argent, bien sûr. ouais, et puis un vrai engagement, en fait. On n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière les couples heureux, Hmm. comme lecture, comme stage, comme apprendre à tenir dans des conversations difficiles, apprendre des process de communication, etc., etc. On n'imagine pas tout ce qu'il y a. Ça nous tombe pas du ciel. L'état Oui. amoureux nous tombe du ciel. Mais fonder un couple vivant et vibrant au long cours, ça ne tombe pas du ciel. Et c'est là que je dis c'est du travail. Mais je comprends qu'on n'aime pas ce terme. Oui, puis alors, moi, il y a autre chose aussi qui me vient à l'esprit que je peux remettre en question, c'est notamment je pense que ce serait bien en fait que les gens se questionnent aussi avant de se mettre en couple. Moi, j'ai l'impression que tu sais, la plupart, on va dire, d'entre nous, moi je réagis toujours de manière globale, se mettent ensemble de manière purement sociétale. Tu sais, parce qu'en fait, c'est sociétal en fait de se mettre ensemble, c'est normal. Et je sais pas si toi tu l'observes de ton côté, mais du coup, si on part de ce postulat, bah, bien évidemment, ça devient encore plus compliqué, la relation, parce que, ben, on va dire peut-être que les fondements de base sont pas les bons. Ouais, alors, je pense que ce qui est sociétal, c'est le pacte de couple. Mais je pense que archaïquement, ontologiquement, on est câblé pour être en lien. Tu vois, Robinson Crusoe, il est devenu fou tout seul sur son île. On a besoin les uns des autres. On se met en paire de vie, on se met en famille, en foyer, on se met en communauté, juste parce que l'autre me permet aussi de comprendre qui je suis. Il y a vraiment, moi je suis vraiment une passionnée du lien et de la relation, et je pense que en revanche, ce qui est sociétal, c'est l'encadrement de cette relation. Oui. Et ce que je pensais que tu allais dire sur peut-être il y a des gens qui devraient réfléchir avant de se mettre en couple, c'est plutôt de pas se laisser berner par l'état amoureux et d'être conscient et d'écouter, toi qui écoutes tellement l'intuition, d'écouter les red flags quand même. Ouais. Parce que le couple, il va nous faire un énorme travail, il va y avoir l'attachement qui va se mettre par-dessus, on va réveiller les blessures l'un de l'autre, on a une mission incroyable, et il y a quand même des relations qu'il ne faut pas développer, ça va nous coûter trop cher. Oui. Donc d'écouter les red flags et de comprendre aussi comment nous-mêmes on est des red flags pour l'autre. Oui, c'est ça. Tu vois. Ouais, mais du coup, c'est une bonne transition avec ce qui me vient aussi à l'esprit. C'est que de ce que je comprends, alors là où on est vraiment 100% d'accord, c'est le lien. Dans la mesure où je pense à une étude, tu sais, qui a été menée par Harvard, 75 ans, ils ont suivi un groupe. Voilà, en fait, ce qui ressort autour du bonheur, une étude autour du bonheur, c'est le lien en fait le plus important. Donc ça, bien évidemment. Mais de ce que je comprends, comme en plus tu dis que tu es passionné de ça, du lien, est-ce que du coup, dans ta conception, le couple, c'est un outil finalement de développement personnel pour l'un et pour l'autre? Pour moi, le couple est le plus grand laboratoire de croissance sur Terre. D'accord, ok. Vraiment. Okay. Pour moi, il n'y a pas photo. Alors, il y a des gens qui me disent « Ah, gna, 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 c'est pas sain ta vision du monde. On ne doit pas être le thérapeute de son partenaire. » Et c'est pas ce que je dis. Okay. Oui. Mais je dis que l'espace du couple, tu vois, ma boîte s'appelle l'espace du couple, mon Insta s'appelle l'espace du couple, mon podcast s'appelle l'espace du couple, parce que je voudrais qu'on puisse installer une vision de ce paradigme relationnel que dans le paradigme individuel, 2 individus font une relation. Dans le paradigme relationnel, la relation crée 2 individus. Okay. Tu vois, je m'apparais à l'occasion de l'autre. Et l'espace du couple, quand on en prend soin et quand on le potentialise avec des compétences, avec des espaces-temps, des rituels, pour moi, peut devenir le plus grand thérapeute sur Terre. Et je le vois, tu vois, je reviens du Sri Lanka, j'ai emmené des couples en retraite là-bas. Et c'est une retraite qui est une retraite de couple intelligence amoureuse Ayurveda. Et je me suis même aperçue cette année, ça m'est apparu, mais vraiment, mais noir sur blanc, à quel point
Les gens sont massés 90 minutes chaque jour. Et puis, on fait nos ateliers couple. Et j'ai vu la réparation même à des stades attachement, tu vois. J'ai vu la potentialisation du travail par le toucher, par l'abandon, et je me suis dit, mais quelle bombe humaine cet espace du couple. Vraiment, quand on y sème des outils et des conditions de se réparer l'un l'autre, grâce à cet espace qu'on tisse ensemble, c'est incroyable ce qu'on peut devenir. Guérir et grandir, ouais. Oui, ça m'étonne pas, mais j'ai envie de te dire que ça peut être même aussi le fruit d'une très bonne relation, tu sais, avec quelqu'un, je sais pas, un très bon ami, un frère. Totalement, totalement. Sauf que le couple est un laboratoire encore plus puissant dans le sens où on partage nos jours et nos nuits et des enjeux incroyables d'intimité, de peau, de sexualité, de projets, d'éducation, tu vois. Un ami n'est pas à la même place. Et puis, on peut aussi tout bonnement acheter de l'espace-temps chez un très bon thérapeute. Et c'est la relation qui va faire la même chose. Parce que le thérapeute, lui, il va juste prendre soin d'être un espace de contact sain pour toi, pour que à l'occasion de lui, tu viennes guérir et grandir. Mais imagine que c'est possible d'activer ces outils-là dans le couple. Et là, c'est le travail de l'amour, quoi. Oui, en fait, c'était le fond de ce que je voulais dire après. En t'écoutant, pour moi, j'allais le résumer en disant, en fait, c'est l'amour, quoi, globalement. Oui, c'est ça. Mais là encore, on nous a pas appris tout ça. Tu vois, par exemple, j'aimerais bien faire un film qui pourrait s'appeler « C'est quoi l'amour pour vous ?» Du coup, je vais te poser la question, du coup, c'est quoi l'amour pour toi? L'amour, il est à plusieurs étages, mais pour moi, l'amour, c'est le divin. Hein. L'amour, c'est juste la substance de laquelle on est faite et qu'on oublie au fur et à mesure qu'on grandit et qu'on se prend des blessures et des restrictions et des injonctions et des traumas, tu vois. Et ce travail, si je me place un peu plus haut, ce travail que je propose et cette vision que j'ai, c'est vraiment laisser ça vivre. Tu sais, il y a une citation, je crois que c'est Rumi qui dit ça, qui dit, je vais le redire très mal, mais il dit, grosso modo, arrête de chercher l'amour, défais les obstacles que tu as bâtis contre lui. Oui, forcément. Parce qu'en fait... oui. Ouais, mais ça, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, moi, toujours la masse, ça c'est vrai, moi je suis entièrement d'accord avec ça, mais il y a 2 points, il y a l'éducation dont tu parles. Moi je rêve, tu vois, par exemple, que dès le départ, un vrai projet sociétal, dès qu'on est gamin, on amène le savoir-être, la connaissance de soi, tu vois, on est d'accord. Parce que ça, en fait, c'est vraiment le pilier, le fondement qui nous permet justement dans le lien, tu vois, enfin, tellement de choses. Donc ça, comme ce n'est pas un projet sociétal, et que moi, je peux mesurer la différence, parce que comme je te disais, j'ai commencé tôt, donc je vois et j'observe quand même beaucoup de choses. Je reviens à ce que je disais, je me dis, mais en fait, voilà, monsieur et madame tout le monde, comment ils font, quoi? Eh bien, monsieur et madame tout le monde, ils sont tractés par l'état amoureux. Ils s'engagent dans ce laboratoire de croissance sans en être conscients. Et là, selon leur façon de se défendre dans leurs blessures, ça va grandir ou ça va bloquer et ça va devenir très, très, très douloureux. C'est pour ça qu'un couple sur 2 divorce. C'est pour ça que c'est si difficile. Et les gens, souvent, quand on leur demande, ils ne se séparent pas par manque d'amour, mais ils se séparent par trop de cauchemars. Parce que aimer et relationner, c'est à 2 niveaux différents. Mais c'est clair. Et relationner, ça demande des compétences. Mais complètement. Parce qu'en plus, tu ajoutes à ça le rythme de la vie qui va très vite, un job dans lequel potentiellement la majorité des gens ne sont pas épanouis, c'est purement alimentaire, enfin tu vois, les gamins, tout, etc. Qu'est-ce que ça doit être très compliqué. Mais bien sûr. Et puis, ce qui est en train de vraiment changer, c'est que le pacte de couple n'est plus du tout le même. Avant, les rôles étaient très distribués. Et il n'y avait même pas cette envie de tout vivre. Donc aujourd'hui, il y a du vent dans les branches. Hein. Oui, c'est ça. Et puis,
les modèles aussi, je trouve, tu sais, changent du couple. Dans la mesure où, c'est un peu ce que tu es en train de dire, à un moment donné, dans notre inconscient collectif, tu étais en couple, donc du coup, tu habitais ensemble, tu te mariais, tu faisais des enfants, tu avais une jolie maison, le 4x4, le jardin, le chat, le chien, etc. Donc là, on voit encore plus les nouvelles générations, bien évidemment, c'est pas du tout le trip dans lequel ils ont envie de partir. Et on voit aussi qu'il y a de plus en plus de couples qui sont pas, en fait, tu vois, à vivre ça, d'ailleurs, moi, j'en fais partie avec ma compagne, on s'est vraiment créé notre propre couple, tu vois, de ce que c'est, en fait, pour nous, le couple. Et peut-être que toi, tu l'observes, que justement, il y a une mixité. Oui, et ce que j'observe surtout, c'est un nouveau besoin, et j'ai l'impression que c'est porté plus par la voix des femmes, qui est de plus être d'accord, de ne pas être connecté. Il y a une nouvelle conscience qui devient, dans la voix des hommes que j'entends, même une exigence, et ils comprennent pas et ils se braquent en disant t'es vraiment casse-couille, quoi. Mais aujourd'hui, la demande, le besoin, c'est je voudrais qu'on soit connecté. Alors ça veut dire Avant, quoi, on se posait pas la question. Connecté, tu sais, c'est ces espaces-temps où on retrouve un lien. Il y a des moments où on fonctionne, on est en parallèle, on est chacun dans son truc, et puis il y a des moments où on est vraiment ensemble. Ah oui, ok, très bien. Tu vois, et il y a même des moments où on est hostile et on est contre. Et aujourd'hui, il y a une conscience de ce besoin d'être connecté. Ok. Et c'est très compliqué. Je vois que beaucoup d'hommes sont un peu perdus quand leur femme demande ça. Et se distancient ou trouvent qu'elles sont chiantes, trop exigeantes, t'en veux toujours plus, etc. Parce qu'ils sont un peu démunis, parce que tu sais, ça demande d'ouvrir de la vulnérabilité, ça demande, tu sais, cette intimité. Et je le vois vraiment en masse. Et les femmes, elles demandent. Et quand c'est toujours la porte fermée, elles s'en vont. Ah bah oui, forcément. Ouais. Mais du coup... Et ils comprennent pas et ils sont hyper malheureux. C'est vraiment poignant. Mais est-ce qu'elles s'y prennent bien? Non. Ouais, voilà, c'est ça. L'ombre des femmes, c'est qu'elles demandent beaucoup par le reproche. Ouais, tu vois. Tu vois, c'est pas la même chose de dire t'as jamais de temps pour moi, ou t'es tout le temps dans tes jeux vidéo, que de dire j'aurais vraiment besoin qu'on passe un moment ensemble. Ah bah oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ouais, c'est pour ça que je dis que ça se compétence. Oui, mais c'est bien ce qui me semblait, ça s'apprend, hein, forcément, quoi. Ouais, on a lu aussi une chose dans ton bouquin qui m'a fait réagir, où à un moment donné, alors je vais peut-être me tromper de formulation, hein. C'est pas grave. À un moment donné, tu dis il faut arrêter, et il y a une partie de moi sur laquelle je suis d'accord. Il faut arrêter de dire que il faut absolument bien se connaître pour rencontrer un partenaire. C'est quelque chose comme ça, non, que tu dis? Non. Ce que je dis, c'est que ce que je combats vraiment, c'est cette idée qu'on lit partout dans les magazines qui dit travaille sur toi avant d'oser imaginer être aimé. Ouais, voilà. Tu vois, commencer par travailler sur soi avant de se mettre en couple. C'est pas inintéressant de travailler sur soi avant d'être en couple. C'est pas ce que je dis. Mais je trouve ça très enfermant. Tu sais, c'est la double peine. C'est comme de dire à quelqu'un, tu sais, ton enfance, elle t'a pas permis de rester pleinement vivant, de garder ton entièreté, etc. Double peine, ma puce. Tant que tu t'es pas débarrassé de ça, tu n'auras pas encore droit à l'amour. Au secours. C'est horrible. Alors que le lien restaure et répare. Tu vois, et quand on n'a pas pu garder cette conscience qu'on est aimable pendant notre enfance, quand ça nous a été rapté par l'éducation, le lien aux parents ou autre, on peut vraiment le retrouver dans les yeux d'un amoureux. On se restaure. Pourquoi se priver de ça? Pourquoi dire avant, tu sais, tout ce courant-là qui dit travaille d'abord sur toi. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que c'est vraiment une double peine. C'est injuste. C'est vraiment ne pas comprendre les possibilités du lien.
C'est là où je te disais que moi, ça m'a fait réagir parce que je pense que du coup, je te dis, j'ai un profil particulier parce que moi, j'ai commencé très tôt dans ma jeunesse. Donc, je pense que c'est un peu particulier. Mais quand bien même, ce qui me semble, je te rejoins sur l'idée que oui, c'est clair, c'est double peine, comme tu dis, quoi. Pour celui qui, tu vois, c'est nul. Mais d'un autre côté, le fond est quand même juste. Donc, tu vois ce que je veux dire? Dans le fond, c'est vrai que c'est pour ça que tout part de l'éducation. Que si tu te connais mieux, tu vois, tes émotions, si tu as pu accompagner, si tu as des blessures, tes blessures, etc. Donc, on va dire le plus tôt possible dans ton parcours de vie. Moi, ça me laisse quand même sous-entendre, et en tout cas, moi, c'est ce que je vis dans ma vie, que bien évidemment, tu sais de plus en plus ce que tu veux pas. Tu comprends mieux l'autre parce que déjà, toi, tu te comprends bien, tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça me paraît plus simple, forcément, d'avoir une relation amoureuse un peu plus épanouie. Oui et non. Et une relation amoureuse épanouie n'est pas une relation dans laquelle l'autre ne va pas marcher sur mes mines. Il faut quitter ce paradigme. Une relation épanouie, c'est de savoir que l'autre va marcher sur mes mines et qu'on se donne la main pour regarder quelle est cette proposition de croissance et d'être d'accord que ça pique et qu'il y a un cadeau derrière. J'avais des années et des années et des années de thérapie quand j'ai rencontré Édouard. 5-7 ans après, on était dans le cauchemar. Combien de personnes ont 30, 40 ans de dev perso et disent « moi ça va bien quand je suis tout seul, mais dès que je suis en couple, donc le couple c'est pas fait pour moi ». C'est pas une question de travail individuel. Le travail individuel perso aide, mais il faut surtout être d'accord d'être challengé par l'autre et avec l'autre. Alors moi je vois deux choses dans ce que tu dis. Pour moi il y a avancer, donc développement personnel et avancer. Moi, je vois beaucoup de personnes qui me disent « Oh, comme tu dis, ça fait 40 ans que je fais du dev, moi, c'est bon, j'ai tout réglé. » Mais en fait, pas du tout. Quand moi, je discute avec elle, je vois très bien, en fait, que ça n'a pas été réglé, qu'il y a encore l'abandon, tu sais, la blessure de l'abandon, du rejet, tout ce que tu veux. Et donc, j'ai l'impression que aussi, certaines personnes, pour pas globaliser, on se raconte des histoires, en fait, tu vois, tout seul. Ils se mentent à eux-mêmes, en disant « Ouais, bah, c'est bon, je suis dans le dev, je me connais. » Mais en fait, pas du tout. Donc, ça, c'était le point. Cela, du coup, on est d'accord. Je pense qu'il y a vraiment... c'est pas parce que tu as l'impression d'avoir fait 40 ans de dev que en fait, tu te connais et que tu vas tout résoudre. Et le deuxième point, c'est ce que tu dis, ça veut dire que globalement, parce qu'il faut réfléchir global, on aurait tous des bombes émotionnelles? Ah oui. Ouais, d'accord. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Plus ou moins réprimé, tu sais. Moi, je travaille beaucoup avec la théorie de l'attachement. Donc, il y a l'attachement évitant qui va plutôt bien contenir jusqu'à ce que ça explose. Mais lui, ce qu'il va proposer dans le lien, c'est plutôt de se retirer. Et puis, tu as l'attachement anxieux, lui, qui va plus exploser comme ça, bien au taquet. Mais tu sais, ces mines sur notre terrain, elles sont de deux natures. Elles sont ce qu'on a vécu et qu'on n'avait pas les ressources émotionnelles pour vivre, qui étaient trop forts, soit parce que ça nous arrivait à un âge où on n'était pas prêt, soit parce que dans le pacte humain, c'est des choses qui, de toute façon, prédatent, tu vois, abus, maltraitance, etc. Et c'est aussi tout ce qu'on aurait dû vivre et qu'on n'a pas vécu. Tu vois, nos psychiatrices, elles sont en creux et en bosse. Et il n'y a aucun terrain qui ne soit pas miné. Aucun système parental ne pourra jamais s'occuper de tous les besoins d'un enfant. Donc, il faut se détendre en tant que parent. Et il faut se détendre aussi en tant que personne. Tu sais, souvent dans les couples, il y en a un des deux qui dit « Non, mais moi, j'ai une enfance parfaite. J'ai pas de blessure. Je ne sens pas mes blessures, ou c'est trop difficile pour moi de regarder, donc je coupe. Mais on a tous un terrain miné. Et tu sais, ce terrain miné, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de prendre soin de l'espace du couple, parce que imagine la relation, c'est un lac, et dans ce lac, on a chacun nos rochers, nos mines. Quand le réservoir d'amour est plein, on nage dans ce lac, il n'y a pas de problème, on a de la place, on a de l'espace. Quand le réservoir d'amour commence à être vide, on n'arrête pas de se cogner sur les rochers. Donc, le travail personnel, il aide à remplir le réservoir,
les langages de l'amour, connaître l'autre, prendre soin de la relation, s'occuper de la relation, ça remplit ce lac. Mais de temps en temps, il n'y a plus d'eau et on se cogne de partout. Même quand on a 40 ans de dev perso, de travail, de thérapie, de machin, nos rochers, ils sont toujours là au fond du lac. Ben, c'est là où moi, j'ai moins de certitude. Mais c'est peut-être parce que j'ai un profil atypique. Je ne sais pas. Mais, j'ai un peu moins de certitude par rapport à ça parce que mais je reviens toujours à la même chose. Hein. Pour moi, c'est l'éducation. Donc, si dès le départ, on amène la connaissance de soi, le savoir-être, et qu'on invite vraiment en fait les citoyens, tu sais, à se responsabiliser. En fait, c'est une vraie responsabilité citoyenne. Je pense que ça changerait vraiment beaucoup, beaucoup de choses dans notre communauté. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi sur ce point-là. Mais tu sais, une psychiatrice, quand on est enfant, il y a des petits drames d'enfants qui font des grandes blessures aux yeux d'un adulte. Il n'y a pas eu d'erreur, de faute, de trauma, tu vois. Changer de maison, changer d'école, perdre un ami, tu vois, même avec des parents hyper attentifs, hyper ajustés, on va vivre nos mini-drames qui sont des vrais drames. Il n'y a pas de... Après, ça dépend du regard que tu vas poser là-dessus, de comment tu vas l'accompagner. Mais complètement. Complètement. Et il y a des gens qui auront beaucoup plus de ressources pour rester en lien dans un moment émotionnellement douloureux que d'autres. Les mines, elles sont plus ou moins puissantes. Mais je te rejoins. Je veux dire, je pense qu'effectivement, en changeant l'éducation, on peut changer le monde. Et je pense aussi, moi, je voudrais changer le monde d'un couple à la fois. Aussi, tu vois, parce que en passant par la cellule couple, pour moi, la cellule couple, c'est la première unité de la société. Tu vois, on n'est pas société. 2, ça commence. Tu vois, c'est la première cellule. C'est la cellule dans laquelle on invite nos enfants. C'est la cellule. Enfin, pour moi, c'est un enjeu économique, écologique, politique, spirituel, etc. Enfin, pour moi, le couple est un enjeu. Je pense que je suis aussi passionnée par le couple que tu es passionnée par l'éducation. Et les deux se nourrissent l'un l'autre de façon incroyable. Vraiment. Bien sûr, oui. Vraiment. J'ai une question intéressante. Tu veux dire qu'on ne guérit jamais de nos psychiatrices ? Je ne dis pas qu'on ne guérit jamais de nos psychiatrices. Je pense qu'elles prennent une autre place, mais elles sont toujours là. Elles font plus mal. Tu sais, quand la blessure est béante, ça saigne, c'est très douloureux, il y a même un risque de mort. Les tissus se cicatrisent. La cicatrice, elle est plus ou moins confortable, elle peut tirer, elle peut... et puis, à un moment, c'est plus qu'un filet et on n'y pense même plus, sauf à un moment, tu portes un vêtement qui l'irrite et tu dis « Ah oui, tiens, c'est vrai, j'ai ça. » C'est ça. C'est pour ça que je parle de psychiatrice. C'est parce qu'il restera toujours ce filet. Et donc, du coup, ça revient à ce que je te disais. Tout dépend du regard en fait, que tu portes dessus et comment tu l'accompagnes. Oui. Comment tu vas déposer de l'amour dessus. Exactement. Et puis, ça dépend aussi, tu sais, des périodes de vie, des périodes de vulnérabilité. Il y a des périodes où on va être en deuil. Il y a des périodes où on va être... pour les femmes, tu vois, il y a cette période de la ménopause aussi. Il y a les moments où on va être enceinte. Tu sais, on parle de transparence psychique où il y a plein de choses qui remontent. Il y a des moments où on va être plus vulnérable et on va plus les sentir. Tu sais, comme les personnes qui ont des rhumatismes et qui sentent quand il va pleuvoir, ben voilà. Ouais, je vois. Notamment, je ne sais pas si tu le vois de ton côté, je pense aussi aux pleines lunes. Ça fait 2 nuits que je ne dors pas. T'as vu la tête que j'ai? Et d'ailleurs, moi, justement, j'invite les gens à éviter d'avoir des discussions tu sais, un peu houleuses, qu'on va dire, quand c'est les pleines lunes, quoi. Évitez, attendez un petit peu quelques jours. Oui, et même la nuit, tu vois, si j'avais une recommandation à donner au couple, les conversations touchy, les conversations qui sont vraiment, qui nous mettent à cran, jamais la nuit, jamais quand on a faim, jamais quand on a des douleurs, parce que notre cerveau reptilien, il est déjà en train de se dire, oh là là, mode survie. Si quand il fait noir dehors, c'est hyper archaïque. On est aux aguets de qu'est-ce qui va attaquer.
Parce que quand on vivait dans les grottes, la nuit, c'était quand même là qu'il y avait les attaques des tigres à dents de sabre, etc. Et donc, on va être beaucoup plus réactif. Je ne sais pas combien de personnes ont détrempé leurs oreillers de larmes, de discussions à n'en plus finir, de psychodrames nocturnes. Et on se réveille le matin, on se dit, qu'est-ce qui nous a mis dans un état pareil? Je suis d'accord. Jamais la nuit. Jamais la nuit, et je vais dire aussi, éviter la chambre. Oui. C'est pas le lieu. C'est pas le lieu. Comme les écrans, tiens, deuxième tips. Virez tous les écrans de votre chambre. La chambre, c'est un sanctuaire. Mais oui, c'est clair. Tu parles aussi de sexualité? Oui. Ouais. Bien sûr. Bien sûr. C'est un vrai sujet, ça. Ouais. J'aime beaucoup, tu sais, je parle de libérer toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous. Oui, donc c'est ça, c'est plus dans les clés de l'intelligence érotique, qui est vraiment, parce que je le constate, hein, les couples au long cours, souvent, ne font plus l'amour. On laissait complètement s'endormir cette partie de leur vie, et alors qu'il y a tellement de choses à faire pour se reconnecter vraiment à soi, à son être sexuel. Et je parle pas de s'engouffrer vers du toujours plus, d'aller chercher de l'excitation avec des films, des objets, des clubs, des trucs et des machins. Je parle de se rapprocher de soi parce qu'on a des virages à prendre ensemble dans la sexualité et que c'est des passages qui nous demandent de l'attention. Mais oui, là encore, on pourrait faire un live pendant des heures là-dessus. C'est fou quand même, je trouve. Enfin, moi, de mon époque, je vais faire boomer, mais de mon époque, il n'y avait pas YouPorn ou tu vois, des trucs comme ça. Et je trouve que ça, par exemple, juste ça a changé, mais toute la donne sur la perspective. Toute la donne. Ouais, ça a changé toute la donne. Ouais. Ça a complètement détruit l'imaginaire érotique. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de manuels de friction pour orgasme, tu vois, de comptes Insta ou de trucs sur... et c'est une bonne nouvelle parce qu'on a besoin un peu de la notice des corps quand même. Mais ce que ça fait, c'est que ça mécanise et ça envoie les gens dans des séances de gymnastique sans culotte et les gens sont fatigués. Ils ont envie de faire l'amour. Donc en vieillissant, en plus, les hommes, ça leur met la pression de la performance. Enfin bref, ça devient... et il y a des solutions, mais on refait un live quand tu veux là-dessus. C'est clair. Mais du coup, ça me fait penser à quelque chose, tu sais, tu l'as un peu dit, et d'ailleurs, moi, je l'observe, c'est dans le monde du bien-être, hein, pour mettre une enveloppe. Allez, 90%, c'est des femmes, en fait, qui s'intéressent à tout ça. Et donc, dans le couple, de ce que j'observe, c'est exactement le même constat. C'est pas évident d'embarquer les hommes là-dedans, tu sais. C'est pas évident et moi j'essaie vraiment d'adresser un message aux hommes. Mon prochain podcast qui va sortir la semaine prochaine, je crois, il s'appelle J'ai été un gros con et je l'ai écrit suite à un coup de fil d'un gars qui m'a appelé en disant Florentine, ça fait des mois que ma compagne veut rentrer dans votre programme, veut faire l'accompagnement, et moi je suis sur les freins, machin, elle est partie, aujourd'hui je suis prêt à tout, dites-moi ce que je dois faire, je veux la récupérer. Mais quand elle est partie, elle est partie. Ah oui. C'est 70%, dans 70% des cas, c'est les femmes qui demandent la séparation. Alors que c'est elles qui tractent et qui disent il faut qu'on fasse quelque chose. Et ça part d'une polarité, d'un mouvement d'initiatrice qui est magnifique. Et sans demander aux hommes de devenir les initiateurs, juste laissez-vous tracter sur ces chemins-là. Ça fait beaucoup plus mal d'être dans un couple qui dysfonctionne que d'ouvrir la vulnérabilité et de faire autrement. Bien sûr. C'est un mystère pour moi, ce choix de résister dans le dur et de ne pas choisir d'aller mieux ensemble. Moi, j'y vois quelque chose spontanément comme ça, en fait. Tu vois, il y a déjà, physiologiquement, il y a des choses qui nous séparent hommes-femmes, forcément. Bien sûr, bien sûr. Et donc, notamment aussi dans notre mindset, la perception qu'on a aussi de nous en tant qu'hommes, qui change énormément aussi maintenant avec la société qui évolue très, très vite. Et puis, notamment aussi, tu sais, tout cet inconscient collectif. Moi encore, hein, quand j'étais gamin, fallait pas pleurer, quoi, parce que tu es un garçon, tu vois. Ça. Je pense que ça joue beaucoup. On voit bien dans toutes les études que même inconsciemment, la plus consciente des personnes n'élèvera pas de la même façon un garçon qu'une fille, ne va pas envoyer les mêmes messages, ne va pas envoyer la même corporalité, ne va pas envoyer vraiment.
et que les hommes, on leur demande de gérer, de se débrouiller tout seul, d'assurer, d'assumer, de ne pas se plaindre, etc. Et donc, quand 25-30 ans plus tard, il y a leur femme qui leur dit l'inverse, hein, c'est ça. Ils sont pris dans cette injonction contradictoire en mode non, non, je gère, j'ai pas de problème, j'ai pas besoin d'aide. Et ça bloque souvent, ça bloque très souvent. Moi, j'en ai tout le temps des femmes qui m'écrivent en me disant comment je peux faire pour le convaincre. Ce que je leur dis, c'est viens faire ce travail relationnel et puis tu vas voir, tu vas l'embarquer au fur et à mesure. Moi, je vais te montrer comment semer des graines qui va le faire sortir de sa coquille et qui va... parce que, évidemment, il y a beaucoup de couples qui ont envie de venir faire ce travail à deux, mais c'est quand même très, très souvent par les femmes. Bah oui. Et c'est OK quand le partenaire se laisse guider, se laisse tracter. Bah oui. Ça marche même vraiment bien. Ouais, ça ne m'étonne pas. Chacun sa place, on ne peut pas tout dégenrer. Tu vois, et donc chacun va amener ce qu'il a amené. Mais du coup, tu dois observer aussi, j'imagine, pour le coup, c'est le seul mot qui est mis à l'esprit, tout un travail de déconstruction. T'imagines, en fait, il faut se déconstruire. Incroyable. Ben, mon compte Insta, c'est que ça. C'est que des petites punchlines qui déconstruisent. Ok. Tu préfères avoir raison ou tu préfères être en lien? Bing. Ça fait mal d'être dans un couple qui va mal, plus que de se mettre en route. Tu vas mettre 1000 balles dans une paire de pompes, pourquoi tu ne mettrais pas 1000 balles dans une thérapie de couple? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est au centre de ta vie? Oui, ça, c'est très question. Alors après, ceci dit, le couple n'est pas au centre de la vie de tout le monde. Mais moi, je propose de mettre le couple au centre. Okay. Ouais. C'est une vraie proposition. Okay. C'est une vraie proposition. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tout le monde soit en couple. Mais je dis quand vous êtes en couple et si vous avez envie que ça dure et que ce soit fertile et porteur, mettez ça au centre. Quand ça va bien dans le couple, on a les batteries pleines pour le boulot, pour tous les défis du monde extérieur, pour s'occuper de nos parents, quand ça ne va pas dans le couple, ça nous suce toute notre énergie pour tout le reste. Quand ça va bien dans le couple, on peut beaucoup plus faire face aux challenges que nous amènent les enfants. C'est le point de départ. Après, ça coule de source, bien évidemment. À partir du moment où tu as des relations qui sont conflictuelles, qui du coup te prennent de l'espace mental, bah forcément, tu ne peux pas être opérationnel, on va dire, dans ta vie perso et pro, c'est quasi impossible. Quoi. Ouais. Mais tu sais, ce qu'on ne sait pas, c'est que ce n'est pas juste régler les conflits, c'est grandir et tisser une relation qui te porte, qui t'expanse, tu vois. C'est pas juste on va arrêter de se bouffer le nez, ou on va se mettre d'accord sur les enfants, la maison, le jardin. C'est pas ce niveau-là d'intervention. Hein. C'est vraiment une croissance. Wow, ouais. Un mouvement de croissance. Ouais, je vois. Et qui te semble sans fin? Pour ce que j'en vis, tu vois, après 27 ans, oui. Dans le sens où on a encore du boulot. Tu vois, mais je pense que ça ne s'arrête jamais jusqu'à notre dernier souffle. Mais c'est magique. Ouais. Bah oui, parce qu'on est quand même un peu versatile, mine de rien. Nous, en tant qu'être humain, on change aussi. Notre perception, nos regards, enfin beaucoup de choses. On change, on évolue. Il y a les différents âges qui amènent différents challenges. Tu vois, c'est ça. Bien sûr. Ouais, c'est pour ça que c'est ce qu'on se disait au tout début. Moi, je trouve que c'est un vrai engagement, tu sais, de te lancer dans un couple. Certains, d'ailleurs, c'est une discussion que j'ai eue avec ma compagne, tu sais. Moi, d'ailleurs, peut-être c'est intéressant d'avoir ton point de vue. J'ai l'impression, mais ça a peut-être changé maintenant, que pour la plupart des gens, s'engager, c'est se marier. Ah oui. Ouais. Bah, s'engager de façon sociétale, c'est se marier. Voilà, on est d'accord. Mais pour moi, s'engager, c'est faire ce boulot. Ben oui, c'est ça. C'est faire ce travail de conscience, d'intelligence amoureuse, de regarder comment l'espace du couple peut devenir un espace de croissance. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un engagement encore plus fort, hein, la relation consciente. Mais tellement, on est bien d'accord, ouais. Ça passe vite, Florentine, ça fait déjà 1 heure, je vois. Ah, ça fait... Oui, j'ai pas vu le temps passer non plus. Ah ouais.
Ah, c'est chouette. Bah, écoute, merci pour cet échange. Si on veut te retrouver, du coup, tu dis parler d'Instagram, donc on trouve facilement. Alors, l'espace du couple, podcast sur toutes les plateformes, Instagram, l'espace du couple, site internet, l'espace du couple. Mes 2 bouquins, bah, tu les as montrés à l'écran. Et un programme d'accompagnement qui s'appelle À nos amours, parce que je ne pouvais pas l'appeler autrement. Et puis tu fais visiblement aussi tu disais qu'au Sri Lanka, tu avais fait aussi un stage là-bas, quoi, tu disais? Oui, j'ai fait une retraite. Je vais au Hameau de l'Étoile aussi cet été, juste après toi. Faire un stage de couple. Enfin, oui, j'ai des retraites aussi. On n'a pas parlé de tes cartes aussi. Peut-être tu peux nous les montrer vite fait. Ah, les petits jeux de cartes, c'est vrai. L'art de chérir, pour remettre le beau, le bon et le bien au centre. Et s'honorer, s'apprécier, se chérir. L'art de jouir, faire connaissance, se donner la notice des corps. On ne se parle pas assez dans la sexualité. On a vraiment besoin de faire connaissance, et ça, c'est un outil hyper sécure et hyper positif pour aller vraiment se dire, par exemple, une caresse que j'aime moins, c'est. Une caresse que j'aime moins, c'est. Ok. Tu vois, l'idée, c'est de se donner la notice pour que ce soit vraiment la fête. Ok. Et puis, j'ai l'art de se découvrir. Yes. Qui est aussi toujours pour faire connaissance dans différents domaines. L'appréciation, la sexo, et puis qui je suis profondément. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et là, j'ai envie de dire, le cercle est bouclé, quoi. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Exactement. Merci, Florentine, c'était cool. Bah, écoute, avec plaisir. Ouais, ça m'a fait plaisir de te retrouver. Ouais, plein de bonnes choses pour aujourd'hui, pour la suite. Et toi aussi, ouais. On se verra bientôt, on ne sait jamais. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. À tout bientôt. Je t'embrasse, Julien. Salut. Ciao. Et voilà, les amis, c'était Florentine. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Toujours très intéressant, tous ces sujets. Donc là, en l'occurrence, c'est autour du couple, vous l'avez bien compris, de l'amour. Alors, un tout petit peu de sexualité, mais comme je le disais, il y a tellement de choses à dire aussi autour de la sexualité. Il y a d'autres personnes que je vais interviewer. On pourra parler plus en profondeur de sexualité. En tout cas, c'est mon ambition pour cette année, la 2024, de traiter des sujets comme le couple, l'amour, la sexualité, l'alimentation, l'intuition. C'est des choses qui me paraissent importantes, en tout cas pour cette année. Je vous rappelle qu'on peut se retrouver au mois d'août, du 2 au 4 août, au Hameau de l'Étoile. On en a parlé un tout petit peu. L'idée, c'est de nous retrouver avec David Tan, Alexandre Antonenko et moi. On va vous accompagner pendant ces 2 jours autour de mon livre « C'est quoi le bonheur pour vous ?», avec pour objectif de vous apporter plein d'outils pour vous permettre de continuer à cheminer de manière peut-être un peu plus éclairée, voire éclairée, tout simplement. Et c'est un week-end qui est immersif, donc ce qui veut dire qu'on va se retrouver tous au Hameau de l'Étoile. C'est bloqué à 148 personnes, mais il reste 110 places de mémoire. Et ça va être vraiment très puissant, une aventure humaine collective. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est très simple, vous allez sur le site c'estquoilebonheur.fr. Je vais vous laisser avec la petite vidéo, si vous n'étiez pas là au début, du Hameau de l'Étoile dans lequel on va se retrouver. Vous allez voir, c'est magnifique. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre « C'est quoi le bonheur pour vous ?», que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?», et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.